Nom de Dieu. Bonjour, le petit live Salut. du soir, donc Salut. avec Benjamin, donc de Salut. Loire-Atlantique. Ce soir, on va parler de la grosse bête rouge qui est revenue dans nos eaux depuis quelques années. Donc, ce jeune homme connaît plusieurs techniques de pêche au thon rouge, on va dire, parce qu'il en a essayé plusieurs. Après, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, ça dépend les zones. Donc, vous pourrez lui poser les questions en temps voulu, il n'y a aucun souci. Donc là, il va se présenter et moi, je vais faire comme d'hab le petit partage. Allez, à toi. Bon, ben, salut tout le monde. Je sais pas s'il y a déjà du monde de connecté. Quelques. Ah si, oh putain, ça y est, ça défile les commentaires. C'est ça. Voilà. Donc moi, je m'appelle Benjamin Brisson. J'ai 41 ans. Ouais, ouais, ça passe vite. Euh, Vieux con. Ah, pardon. Je suis pareil, donc j'ai le droit. je chasse depuis, je chasse depuis plus de 20 ans. Depuis que j'ai peut-être 16 ans. J'allais tous les ans en Espagne avec mes parents en fait. Et je barbotais, ça a duré 10 ans, même depuis mes 14 ans, évidemment, à l'époque, c'était un peu plus cool. Je barbotais jusqu'à mes... Puis je chassouillais des petits sards, des petites lubines là-bas, et puis après en France. Et puis j'ai galéré pas mal en France au début. Je ramassais les araignées, je chassais des petits poissons. Je trouvais pas grand-chose de. J'étais pas très bon en fait, on va dire. Et moi, ça s'est vraiment déclenché vers 20 ans. J'ai été faire un tour au Sénégal, à Dakar. Et à l'époque, c'était pas la même musique que maintenant. C'est-à-dire qu'il y Ah avait ouais. beaucoup de poissons. Et D'accord. donc, quand il y a beaucoup de poissons, on progresse beaucoup plus vite parce que bah, du coup, quand on vous dit de faire un agachon et qu'il y a des poissons autour, bah, ils viennent tout de suite. Donc, on comprend vite la technique de l'agachon. Quand on dit de faire une indienne, eh ben, il y a du poisson, donc il y a du poisson, donc tu trouves du poisson. Donc, à 20 ans, à Dakar, c'est là que j'ai vraiment, ça m'a vraiment piqué. J'ai trouvé du poisson, j'ai vraiment progressé, c'était super. Et puis après, jusqu'à presque 35 balais, j'ai chassé jusqu'avec mon vieux, mon vieux binôme Stéphane Milez sur les zones de l'île-Dieu, du golfe du Morbihan, etc. Mais on chassait vraiment un peu comme font beaucoup de chasseurs d'ailleurs, tous les deux, un peu en vase clos. Tu sais, on parlait pas à grand monde, on était Non, dans non, notre non, truc. ouais. Ah, comme beaucoup de pêcheurs, Ouais, encore beaucoup de pêcheurs à l'heure actuelle. ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un petit message que je voudrais faire passer. Donc, vers 35 ans, je sais pas si je sais pourquoi ça a changé. En fait, je me suis rapproché de la. J'étais pas du tout fédéré. Moi, j'allais pas dans les clubs. J'étais vraiment tout seul, quoi. Alors, on avait notre type de chasse, les gros bars, les gros sards, et voilà, on faisait que ça, quoi. Un Ouais. peu de royal. Et puis en fait, vers 35 balais, il y a eu l'histoire du. Enfin, un petit peu après, mais il y a eu l'histoire du bar. Il y avait toutes les zones interdites à l'île-Dieu. Moi, je chasse beaucoup à l'île-Dieu. Il y a plein de zones interdites. Il y a quasiment 50% de l'île qui est interdite. C'est une vraie galère. Et en fait, moi, j'avais appelé un peu la Fédé. Je m'étais fédéré, du coup. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Putain, ils pourraient défendre nos intérêts. Et je parle de la 2F, là. Hein. Ah ouais. Et j'avais eu Joël Brécher à l'époque, qui est le président, et qui n'était pas président à l'époque. Il devait s'occuper juste d'une région, je crois. Je sais La plus trop. commission, il était de la commission Bretagne, je crois bien. Ouais, ça doit être ça. Donc, je ne veux pas dire de conneries. Mm. Et il me dit, bah, écoute, si tu trouves que ça va pas bien, t'as qu'à nous aider, quoi. Donc, c'est comme ça que c'est né le truc. Et puis, du coup, je me suis inscrit à la Fédé. Je suis devenu initiateur, moniteur fédéral. Mm. Et puis, du coup, j'ai rencontré plein de monde. Et c'est ça que je veux dire, c'est que depuis, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré, enfin, je vais les citer tout à l'heure, des mecs Ouais. avec qui on a échangé vachement. Et en fait, depuis toutes ces rencontres, en fait, une rencontre en emmène une autre, etc., etc. Et en 5 ans, honnêtement, à la fois, j'ai progressé, mais j'ai vachement élargi mon mode de pêche et de chasse, etc. J'ai D'accord. filé mes coins, on a filé à moi, et du coup, j'ai beaucoup plus de coins. Les coins sont moins exploités. Enfin, ma vie de pêcheur sous-marin, honnêtement, depuis que je suis sorti de mon microcosme avec mon binôme, eh Ouais. ben, elle a vachement évolué et je m'éclate beaucoup plus. Et donc, j'invite tous les mecs qui sont tout seuls ou avec leur binôme ou à trois, etc., à aller se mettre dans un club, à aller se fédérer à la Fédé ou une autre, à FNPSA ou une. Ouais, Enfin, ouais, mais c'est le message qu'on essaie de faire parvenir, on va dire, à tout le monde. C'est qu'il faut pas rester derrière son trou à homard, alors qu'il y en a des milliers ailleurs et beaucoup de gens pour partager. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, beaucoup se plaignent de pas trouver de binôme, de rester dans son coin. Mais c'est vrai que grâce à Facebook, il y a énormément d'avancées là-dessus. Mais c'est vrai que rien ne vaut un bon club, un bon spot avec plein de potes. C'est vrai que
c'est quand même le plus sympa. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas des clubs dans tous les départements, quoi. On progresse vachement plus vite. Mm. On a accès à des zones où on n'aurait pas été parce que le mec que tu rencontres, il t'emmène sur sa zone, tu l'emmènes sur la tienne. Du coup, enfin voilà, tu découvres vachement de trucs, quoi. Moi, j'ai rencontré, enfin, je veux dire, notamment sur le thon rouge, Hugo Hugo Runchetti et Sébastien Givran qui s'occupent de Mako Spearfishing. On a partagé à ce sujet-là et ils m'ont amené pas mal d'informations. J'en ai échangé parce que moi, j'avais une expérience je l'ai pas mentionné ça, mais moi, j'ai une expérience de la chasse tropicale pas mal. J'ai fait beaucoup de pays. J'ai eu la chance de faire beaucoup de pays. Mm. Mais tu vois, des Geoffrey Tarot que tu as vu l'autre jour, Johan, enfin, Marc Fournier, enfin, j'ai rencontré plein de monde, on a échangé tous, et en fait, avec tout cet échange-là, on a réussi à construire une logique, notamment sur la pêche du thon rouge, mais sur d'autres choses. Et moi, j'ai une grosse expérience sur le tropique, enfin, une grosse, pardon. Enfin, grâce, Guillaume qui nous dit grâce au forum. Je vais juste faire un petit aparté parce que j'ai Alaska qui dit que je suis copié sur la chasse et sur l'apnée en live. C'est vrai que j'étais un des premiers à le faire après Umberto. C'est en partie lui qui m'a donné l'idée de partir là-dessus sur la chasse. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a Dudon qui a fait des vidéos derrière. C'est pour ça, salut Stéphane, mais c'est pour ça que je mets plus les programmes à l'avance. Parce que du coup, bizarrement, c'était les mêmes programmes avant moi. Mais bon, c'est marrant parce que c'est justement, c'est ça le partage. Mais toi, t'as les meilleurs. Hein? T'as les meilleurs invités. Bah ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, là, personne n'est comme moi, donc ça pourra pas être pareil. Là, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est voilà, super d'être copié, faut pas, au contraire. Là, je sais que en même temps, là, il y a MIF, mais c'est pas le même niveau, quand même. Moi, MIF, moi, quand même, c'est mieux. Bon, allez, on parle de thon, parce qu'on est quand même mieux parler de thon, quoi. Ouais, mais on va parler de thon. Donc, du coup, et juste une petite parenthèse, c'est qu'effectivement, c'est de chasse tropicale. Donc, du thon de chien, beaucoup. Et effectivement, c'est intéressant de pouvoir rapprocher les techniques, et notamment quand tu fais du thon de chien, du waouh, etc. Forcément, tu connais un peu le blue water hunting. Donc, les trains de bouée, les fusils, les points détachables, c'est quelque chose qui est pas étranger. Donc, du coup, tu le ramènes en France. Et puis, c'est comme ça que ça te permet logiquement d'avoir du matos à peu près adapté à l'achat du thon rouge, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois, le coup de fédérer, tu vois, il y a Nicolas qui en parle aussi, tu vois, c'est vrai que c'est important. C'est comme ça qu'on sera reconnu, de toute façon. Mais je reviendrai sur certains lives pour tout ce qui est fédéral. Je reviendrai, j'inviterai, je pense, FNPSA et 2F, on va voir. C'est bien, je pense. Tant que les gens en plus, c'est comme ça qu'on va se défendre sur ce qui se passe enfin, juste pour info, moi, sur les dernières vidéos, donc j'ai une petite chaîne qui s'appelle Akam Spearfishing. Sur la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu des menaces de mort, quand même. Non, mais il y a des jaloux qui s'énervent. Non, mais de gens qui connaissent pas la pêche sous-marine, qui connaissent pas la pêche, qui sont tarés, quoi. C'est ça. Nous, il faut qu'on se fédère, il faut qu'on soit ensemble pour défendre notre passion, quoi. Bon, allez, on parle de thon. Parce que je te jure que ça passe très vite, une demi-heure. Allez, matos. Allez, matos. Par quoi on commence? Moi, franchement, je commencerai même pas par le matos, par la sécu et après par le matos. Allez, on parle de sécu. Alors, effectivement. Sur tous les lives, on bourrine sur la sécu, mais c'est quand même primordial, surtout sur la chasse aux gros poissons. Alors, effectivement, les gens qui connaissent pas la chasse au large et la chasse des gros poissons, et chez nous, malheureusement, enfin, chez nous en France, les gens connaissent pas finalement. C'est nouveau, quoi. C'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, sauf les gens qui ont fait de la chasse tropicale. Donc, le risque, clairement, le risque premier, mais je crois que Martial en avait déjà parlé. C'est la ligne, c'est le train de bouée, c'est la ligne. C'est ça, il en a déjà parlé, tout à fait. Ouais. Tout ce qui est accroché au poisson. Un thon de 100, même à mon avis 90 kilos, sans aller plus au-dessus de 100. T'as pas besoin d'un très gros. Vous êtes accroché derrière, c'est terminé, quoi. Un, vous n'avez pas le temps de réagir. Deux, à mon avis, la pression de l'eau qui est exercée sur vous, vous pouvez même pas choper votre couteau pour couper la ligne, c'est terminé. Ouais. Donc du coup, au niveau sécu, donc quand tu tires des poissons comme ça, c'est pas de moulinet. Tu es obligatoirement sur un train de bouée. Ah ouais. On va expliquer après comment est le montage, mais pas de moulinet, quoi. Pas de moulinet, c'est la vitesse du poisson fait que un moulinet de 50 mètres, il est torché en quelques secondes. Et surtout, la vitesse fait qu'il n'a pas la capacité de se dérouler suffisamment vite
Donc il explose, il pète. Il y en a des vidéos qui traînent sur le net d'ailleurs où on voit le moulinet qui explose. Ouais, qui s'envole et tout. Alors, il y a des mecs qui les sortent, hein, s'il est moitié séché, forcément ça peut le faire. Mais non, évidemment, il faut un train de bouée. C'est obligatoire, ça on va revenir sur le matos. Ouais. Il faut évidemment penser sur soi, avoir rien qui traîne pour éviter à tout prix que la ligne de bouée elle se prenne dans le bonhomme, quoi. Hein. Dans le bonhomme, ouais. On évite le couteau. Il y a un bouquin sur Blue Water Hunting qui est fait par David de Carvalho. C'est hyper intéressant et il t'explique effectivement les positions du couteau, par exemple à la cheville. Ben, c'est pas super pour le Blue Water Hunting. D'une part parce que tu vérifies moins que ça se prend plus facilement à la cheville. Tu vois, la ligne de bouée. Ouais, et puis, si jamais tu as un souci, avant de te faire emmener, aller chercher le truc à la bouée, c'est compliqué. Alors que si tu l'as au premier ou sur. Alors, les mecs, ils le mettent carrément. Tu vois, Terry Mas qui est le. On va le montrer le matos, les gars. Mais il parle beaucoup, Benjamin. Terry Mas, qui est le précurseur de la chasse dans le Blue Water, qui est un Américain, il le met là le couteau, lui, tu vois. Ouais. Il le met là pour le prendre, tu vois. Il le robuste, il a un scratch ici et il met le couteau là. Tu vois, c'est pour dire, la logique, c'est vraiment le premier danger, c'est la ligne de bouée. Et pareil, quand tu tires, avant de tirer, il faut avoir une pensée à sa ligne de bouée, quoi. Tu vois, tu la regardes. Tu dis pourquoi on raccorde pas directement la flèche, le bungee au bateau? Parce que ça pète. Je pense. Problème, mais bon. On va en parler justement, il faut de la souplesse. Allez, vas-y, train de bouée. Train de bouée. Train de bouée. Allez, train de bouée. Alors, moi, je préconise, mais après, chacun voit midi à sa porte. Déjà, moi, j'ai pas la même, on n'a pas le même montage déjà. Donc, mais non, moi j'ai un montage différent. Ouais. J'utilise vraiment un montage super simple, très peu d'éléments. Donc, la flèche, le nylon. Moi, je mets du 200 centièmes en double assaut, double force ou triple force. Je suis pas un fan du Dynéma. Ça va faire sourire mon pote Sébastien. Je vous le dis. Je suis obligé de faire les bisous aux copains. Donc ouais, le Dynéma, moi je suis pas trop fan. Hein. Ça freine un peu ça freine la flèche et puis il y a une notion d'abrasion que j'aime pas trop. Donc je mets du nylon. Et puis après, je mets directement mon body. Voilà. Tu peux nous montrer le système d'attache dessus? Donc, Shark Clips, hein, donc voilà, hein, tu vois. Et ton bungee, qu'est-ce que c'est un bungee? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc moi, je le mets en direct. Il y a des gens qui utilisent une flatline. Moi, je le mets en direct. Donc tu vois, le bungee, celui-ci, c'est quasiment un sando. Hein. Ouais. Tu vois, c'est un sando, il fait 30 mètres. Ouais. Dedans, il y a une ligne qui a une résistance de 300, 400, 500 kilos, ça dépend des marques. Ouais, des marques, ouais. Et quand le bungee est arrivé en bout de son extension, en général, c'est 2,5 fois ou 3 fois la longueur. Et c'est la corde qui prend le relais. Voilà. Et je vous emmerde, les gars. Hein. Voilà. Je dis merde, il va jamais rien dire. Et du coup, ça fonctionne quand même. Comment la graffe américaine là? Il y en a beaucoup qui savent pas s'en servir. Moi, j'utilise ça parce que l'idée, c'est que ce soit le plus souple possible. Faut pas que le poisson il se déchire. Donc plus c'est souple, moins tu as de chances de le perdre. En plus, on est sur des zones où on n'a pas de requins. Enfin, on n'a pas de requins. C'est pas tout à fait vrai, mais pas beaucoup. On n'est pas en zone tropicale, donc on n'est pas emmerdé dès qu'on tire un tendon de chien par les poissons qui se jettent dessus. Donc on a le temps de travailler et on a le temps de laisser se fatiguer. Donc l'idée, c'est d'être le plus souple possible. Pareil, moi je mets donc le bungee après une première bouée de 35 litres, un autre petit bungee et une deuxième bouée de 35 litres. J'ai tendance à dire que la première bouée de 35 litres c'est presque trop. Il faudrait mettre moins en fait. Ouais, 15 litres. Nous on avait mis deux 15 litres et une 30 litres. Voilà, ça c'est top. Et on avait le bungee. Par contre, tu vois, moi le montage, on avait un bungee beaucoup plus fin parce que justement c'est ce que nous dit Guillaume là. Le fait d'avoir un bungee assez épais sur les zones où nous on va, donc pas les mêmes que toi. Oui, tu vois, on est entre les deux, Jette. Tu vois, on est entre les deux. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que le Dynéma à l'intérieur, c'est pas forcément la même qualité aussi, quoi. C'est ce qu'on parlait en off tout à l'heure. Ouais, carrément. Et du coup, la graffe américaine, tu peux juste montrer comment tu la mets? En fait, c'est pas un très bon exemple, mais c'est pas grave. La tâche américaine, elle est surtout là normalement pour être sur la bouée. Pour venir clipser la bouée, alors j'ai pas de floatline là,
Mais, non, mais reprends avec le bungie, là. Alors là, tu peux directement la mettre comme ça. Ça, c'est pour faire pour crocheter directement sur une ligne. Ouais, sur une ligne directe, ouais. Une fois que tu es pris en prise avec le poisson, pour travailler ton poisson, tu vas remonter ton poisson. Donc, tu as une bouée. Tu as la ligne sur une bouée, et puis tu peux en prendre une deuxième, et puis venir la fixer directement sur ta flotte-line comme ça. Ouais, dedans. Voilà. À l'intérieur. Tu vois? Ouais, nickel. Alors, des attaches américaines, vous verrez, il y en existe plusieurs. Hein. Il y en a une, celle-ci, elle est en U, mais il y en a qui sont en V. Celles qui sont en V, elles crochetent plus, donc elles riguent pas sur la corde. J'ai Arnaud qui me demande, parce que j'essaie de prendre les questions au fur et à mesure, avec le matos là, en gros pour une saison, ça, pour celui qui débute, ça coûte cher. C'est une petite idée. Je réponds à Arnaud, mais Arnaud, il s'occupe aussi de la Fédé sur le 44 avec moi. Ouais. Donc salut Arnaud et merci à lui parce qu'il s'en occupe super bien. Et le budget moyen, ouais, voilà, il faut s'équiper effectivement. Alors, on va en parler, mais putain, ça part dans tous les sens. Oui, tu vois ça. C'est moi, je te guide. Regarde pas les questions. Mais même nous, ça part dans tous les sens là. Ouais. Et donc du coup là, le fait en fait du bungie, donc tu mets tes bouées, tu viens snapper tes bouées sur ton bungie. T'as pas de flotte intermédiaire. On répond à Arnaud ou pas? Non, après. Désolé Arnaud, juste après on va parler de toi. Vas-y. Donc une fois que tu as ta bouée, effectivement, tu peux travailler en remontant le long de ta float line, comme ça. Ouais. Mais le top, c'est d'avoir ce qu'ils appellent une float line clutch. C'est ce que je te montrais tout à l'heure. C'est une espèce de gaine qui vient autour de ton bungee. Ouais, qui vient dessus pour éviter que ça monte en température quand tu tires. Et ouais, et en fait, tu montes dessus et en fait, au lieu de s'accrocher sur un tout petit point du bungee ou de la float line et de pouvoir le déchirer, ça se prend pour 1 mètre. Et là, du coup, ça va. C'est ce que disait Jérémy là. Le coup de snapper, tu vois, il y en a qui ont coupé le bungee. Ouais, mais donc, l'idéal, c'est d'avoir une float line clutch. C'est ça, là, regarde. Tac. Attends, bouge pas. Ouais, c'est une gaine qui vient dessus. Ouais. C'est une gaine qui vient dessus, qui vient autour, en fait, et elle va que dans un sens. Donc, plus tu tires, ça bloque. Tu tires, ça bloque. Tu tires, ça bloque. Ça, ouais, tout à fait. Petit à petit, comme ça. Ouais. Voilà, ça, c'est Ah oui, c'est le bordel, hein, la ligne de bouée. Et en plus, quand tu as des bouées qui se dégonflent pas, c'est le merdier. Dans le bateau, faut pas être 15. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui nous demandent « Ouais, je voudrais venir au moins une fois avec le thon, je chasse pas, mais je viens avec toi. » Non, parce que vu le merdier qu'il y a dans le bateau, même avec un bateau, là, j'avais un sac 80, on était à 3 dedans. 3, c'était très bien. 4, ça aurait été chiant. Et parce qu'il y a le train de bouée, il y a tout qui traîne, quoi. Moi, je fais flèche, nylon, bungee, une première bouée, un bungee, une seconde bouée. Il y a des mecs qui font flèche, nylon, float line. Après, un petit bout de bungee plus court, bouée, et puis etc. L'inconvénient de ça, c'est que t'es moins élastique, quoi. Donc, c'est un peu moins souple, en fait. C'est un peu moins souple, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, nous, on avait mis j'avais mis, attends, si je me souviens bien, on avait une 15 litres en rigide devant et après, on avait une autre 15 litres en souple et on avait la 35 litres en dernière. Il nous a tout noyé. Hein. Bah ouais, là, il va me dire, ouais, mais tu vois, il n'a pas été tiré comme il faut et tout. Moi, je me prétends pas être spécialiste, si tu veux. Ouais, je sais bien, c'est pour ça que je déconne. Mais moi, j'ai vachement appris avec tout le monde, on a tous échangé, ça c'est top. Et surtout, moi j'ai eu beaucoup d'échecs. Ouais. J'ai passé une première année. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai, ouais. Grosso modo, si tu veux, t'as des gens, ils vont sortir une fois, ils tombent le jour où il y a une chasse, ils se mettent dedans, il y a des thons partout, ils descendent dedans, ils mettent un coup de flèche, c'est génial, comme papa dans maman, ils disent putain, la chasse du thon rouge c'est hyper facile. C'est trop facile, il n'y a rien à faire. Et puis le mec, j'en ai connu, ils sont retournés la saison d'après, ça s'est jamais remis pareil, ils en ont jamais revu un, ils en ont jamais refait, ils sont sortis 10 fois. C'est ça, normal. Mais du coup, au niveau arbalète, du coup, tu utilises quoi? Alors, pareil, mon avis, il est évident qu'on peut prendre un thon rouge avec un fusil double sando de 115 avec une flèche de 7 mm, c'est possible. Mais le risque de le perdre, il est hyper important. D'abord, en plus, si tu tombes sur un très gros poisson de 200 kilos, c'est sûr que ça va être très compliqué de le traverser. Et de se retenir de le tirer, ça va aussi être très compliqué, à mon avis. Donc, moi, je préconise. Là, tu vois, j'avais un riff, 300 d'eau.
C'est un fusil qui fait 120, 300 dos avec des amortisseurs devant. Ouais. Et j'ai estimé, quand j'ai fait là j'ai fait un poisson qui faisait 124 kilos. Quand je l'ai fait cette année-là, j'ai estimé que j'étais avec Giovanni, d'ailleurs je lui dis salut, qui m'a bien aidé à le doubler. Et cette année-là, pardon, à mon sens, c'était limite déjà, tu vois. Ça a juste traversé le poisson. Et à la fin du combat, il a pété l'ardillon de la flèche. Ouais, c'est ça. Du coup, tiens, montre-nous une flèche que tu utilises là. Et maintenant, je suis passé sur un fusil un peu plus péchu. Ouais, un peu plus péchu, un bazooka, sauvage. Ah, mais j'ai arrêté de regarder les questions. Attendez, hop, vas-y, montre. Ah oui, c'est une usine à gaz. Ouais, c'est une usine à gaz, n'empêche que quand tu te retrouves devant une grosse bête, au moins tu te poses pas de questions. Attends, bien sûr que c'est une chemise Homer. Attends, ouais. Christophe qui demande, ouais, j'essaye, mais là j'arrive à court. Donc il y en a beaucoup qui me disent, ouais, t'as toujours le même t-shirt. Non, j'essaie de changer la couleur, mais là 15 jours, j'arrive au bout des couleurs. Tiens, je vois une question. Est-ce que vous pourrez expliquer le fonctionnement des autorisations de prélèvement de thon rouge Atlantique SVP? Le mieux, à mon avis, c'est justement d'être en club et de se rapprocher de son club. Ouais, faut voir avec le club. C'est vraiment spécifique, c'est les clubs qui s'en occupent et tout. Faut voir avec le président de ton club. Donc FNPSA, FCSMP, FNPP, tout ce que tu veux, Fédération de pêche à la canne. Bon, après, chasse sous-marine, c'est spécifique. Mais bon, les bagues, faut demander au Fédé. Nous, on n'est pas là pour ça. Mais il faut une bague, c'est obligatoire. Allez, vas-y avec tes petites flèches. Bon, tu m'as demandé de parler des flèches aussi. Vas-y, je veux, ouais. J'essaye d'y aller par… Regarde. Là, il y a une pointe détachable, Ice Peak, Riff. Ouais. Ça, tiens, par exemple, Stéphane Dudon, il jure que par ça, il a raison. Sur des poissons qui vont jusqu'à 50-60 kilos, c'est impeccable. Ouais. Parce que, voilà, une fois que le poisson il est pris dedans, c'est très difficile qu'il se décroche, il casse pas la flèche, t'es tranquille. Le problème quand on monte sur les poissons, quand les poissons montent en dimension, en taille, le problème c'est que l'Ice Peak, si tu veux, ça freine vachement, ça freine vachement l'Ice Peak, ça freine la flèche, la vitesse. Donc tu réduis ta portée. Et surtout, quand on voit l'épaisseur, c'est super que tu montes ça au moment. Là, on voit l'épaisseur. J'essaye. Super, top. Ça, c'est une photo que je t'ai envoyée. Donc, ouais, on voit la deuxième partie. Là, c'est un thon qui faisait 184 kilos. Et on voit l'épaisseur de la peau. En fait, elle est énorme sur certains endroits. Et si tu tapes là-dedans avec ton Ice Peak, tu vois bien, il y a le câble, il y a le coulisseau, il y a tout ce merdier-là à passer. Et ça finit par buter. Donc, ça traverse pas. Ouais. Et malheureusement, quand ça traverse pas, en général, tu as des chances de perdre le poisson, quoi. Il se déchire, etc. Bon. Donc, si tu veux, ça pour la chasse tropicale, c'est top parce que des flèches, tu vas pas en avoir 15 000 dans ton trip. Pour des poissons de moins de 100 kilos, c'est top aussi. Enfin, des poissons même moins de 50 kilos. Et moi, j'utilise plutôt ça. Tu vois, alors là, c'est une grosse, elle fait 9 mm la flèche. Ouais, j'allais dire, c'est du 8 ou du 9, ouais, elle est belle, ouais. Et on utilise des doubles ardillons décalés avec un cône de pénétration. Donc, le cône de pénétration, il sert à quoi? Il sert à déjà à limiter l'impact sur la trajectoire de tes ardillons. Ça augmente l'hydrodynamisme. Et puis surtout, il évite que la colonne vertébrale du poisson elle vienne taper sur l'ardillon et le fasse faire sauter, tu vois. Sur des fusils qui sont super puissants. Ça, c'est pour le cône. Et puis ensuite, tu as deux ardillons. Bah, c'est deux chances valent mieux qu'une, quoi. C'est s'il en pète une, il en pète un, bah, du coup, tu as le deuxième. Ouais, t'as le deuxième. L'avantage de ce montage-là, c'est que c'est beaucoup plus pénétrant. Et sur ta boîte détachable, tu as quel diamètre de dynéma en général? Là, je suis en câble. T'es en câble, ouais. Mais tu vois, nous, on a mis du dynéma parce qu'on m'a dit que le câble, ça avait tendance à trancher beaucoup plus que le dynéma. Le truc, c'est que si tu veux. Le problème résolu, ça sera à flèche simple l'année prochaine. Comme ça, si on veut être clair, le top, à mon avis, pour garantir le poisson, c'est ça. Ouais. Sur le gros poisson. Le gros inconvénient, c'est que tu as 80% de chance que ta flèche, après le poisson, là, il y a la poubelle. C'est ça. C'est pour ça que tu vois, il y a Marc qui dit quand tu tires, il faut que tu sois sûr de pas perdre le poisson. Effectivement, le mieux, c'est d'assurer ton tir, d'être au plus près. C'est ce qu'on parlait, tu vois, tout à l'heure en off, de le tirer au plus près. Donc là, je vais vous mettre une petite vidéo. Sur le thon rouge, tu as quand même des zones où tu peux être très près, tu vas avoir du mal à traverser. Hein. Par exemple, moi, je déconseille de tirer sur la pectorale, par exemple. Ouais. Après, vous voyez, là, il y a des beaux petits requins aussi. Des peaux bleues, si je me trompe pas. Ouais, c'est petits peaux bleus, ça. Ouais, c'est ça, ouais.
Des beaux spécimens. Et du coup, là, ta technique de chasse, là, parce qu'il y a eu quelques questions qui sont arrivées là-dessus, là. Il y a plusieurs de techniques de chasse en Atlantique pour le thon, mais toi, c'est laquelle que tu préfères, on va dire. Après, on parlera des autres. Moi, j'ai pas de préférence. J'ai juste remarqué que pour les gros spécimens, le broumé, ça marchait plutôt bien. Donc moi, je vais pas vous décrire ma technique de broumé, mais je vous invite à aller sur le net, sur les pêcheurs à la ligne. Ils font des comment on appelle ça, des tutos broumés hyper détaillés. Vous avez tout dedans. Ouais. En général, on va toucher plutôt un poisson. En fait, regardez, bam. Vous avez vu à la distance qu'il est le poisson, super près. Et là, bam, magnifique. Ouais, là il est à peu près, j'estime, il est à 2,50 m de la pointe de la flèche. Enfin, quand on regarde au ralenti, on voit le nylon qui sort plus la longueur de la flèche. Donc, non, c'est vraiment un beau tir. Donc, si tu veux, les techniques, ouais, moi j'aime bien le broumé. Maintenant, si tu veux, enfin, j'aime bien. Non, c'est pas vrai en fait. C'est une connerie. Vas-y. Allez, non, mais à bloc. Concrètement, il y a 3 techniques. On va être clair. Ouais. Vas-y. Il y a le broumé, ouais. Plonger dans les chasses et le flasher. Et le flasher, ouais. Il y a un mec qui est très bon avec le flasher, c'est Geoffrey. Il cartonne bien avec son flasher. Il a un flasher qui est super d'ailleurs. Moi, j'ai un flasher australien. C'est une vraie merde pour chez nous. Au moins, c'est honnête. C'est une vraie merde parce qu'il est en câble, parce que là-bas ils ont plein de requins et que les requins ils viennent couper le flasher. Chez nous ça sert à rien du tout. Et les thons rouges ils ont peur, ça ressemble pas du tout à des sardines, le machin là, ils trouvent ça nul à chier. Et après il a adapté un flasher beaucoup plus light avec du nylon et des palettes inox, ça ressemble plus à des sardines, etc. C'est beaucoup mieux. Donc ça c'est le flasher. Je vais le décrire après, mais grosso modo tu as 3 techniques: flasher, aller dans les chasses et le broumé. L'idée, c'est quand tu pars du port, tu sais pas comment va être la mer et comment vont être les poissons. La team flasher. Donc du coup, le broumé là, c'est quoi? Attends, juste pour dire, quand vous partez du port, vous savez pas à quoi vous allez attendre. Donc, ça fait déjà une demi-heure. C'est pour ça que je te speed. Il faut prévoir les 3, quoi. Oui, voilà. Vas-y. Donc tu arrives en mer, il y a des chasses partout, de malades. Évidemment, tu vas pas te mettre à faire du broumé ou avec ton flasher, ça sert à rien. Donc là, toi, tu maîtrises bien, tu vois. L'idée, c'est d'être coordonné dans le bateau pour qu'il y en ait un qui conduise, d'autres qui s'occupent du train de bouée pour larguer, et puis un mec qui se largue dans la chasse. Moi, je conseille de descendre tout de suite. Tu te fais larguer dans la chasse, tu descends tout de suite à une dizaine de mètres, tu stabilises, et logiquement, moi, c'est ce que j'ai constaté. On commence à venir autour de toi. Voilà. Ça, c'est la technique la plus basique. On la comprend tous. Ouais. Après, le flasher, tu détectes, il n'y a pas de chasse, mais tu détectes qu'il y a des poissons, parce que tu vois des poissons. Il y a des poissons isolés et tout. Ouais. Il y a un peu d'activité. Boum, tu largues ton flasher, tu laisses dériver un peu le bateau. Il faut savoir que les thons rouges, ils sont hyper curieux. Ils vont avoir tendance même à venir voir le bateau, à venir te voir dans l'eau, à venir. Même si tu les vois pas, eux, ils ont calculé le truc, quoi. Donc, évidemment, l'idée, c'est qu'ils viennent au flasher. Toi, tu es au-dessus, tu descends. Il y en a qui font du commerce en même temps. J'ai vu. Et puis la dernière technique, c'est le broumé. Là, tu arrives en mer, c'est un endroit où tu en as vu plein de fois des poissons, mais au jour-là, il y a que dalle, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont pas en activité, etc. Et en fait, tu vas faire monter les poissons du fond en broumant, et voilà. Et souvent, tu vas faire venir des gros individus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que mes potes Seb et Hugo, ils ont constaté, je pense. Ouais. Donc voilà un petit peu pour les techniques. Moi, j'ai fait un lien assez important entre l'activité du poisson et les phases de lune. On est en haute mer, donc comment dirais-je, les autres indicateurs, la visie, la houle, tout ça, ça n'a pas trop d'impact. Par contre, la lune, ça a un impact assez important. Je sais qu'un lendemain de pleine lune, j'irai jamais chasser le thon rouge. Ouais. Alors, regardez la flèche. La gueule qu'elle prend quand il démarre. Regardez, elle est cintrée, elle est morte. Non. Juste au démarrage. Celle-là, je l'ai récupérée. Hein. Celle-là, tu l'as récupérée parce qu'elle est déjà bien tordue, là. Elle a pris. Et c'est ça qu'on vous expliquait tout à l'heure. Faut pas dire, ouais, j'ai ma bague, je vais au thon, vas-y, j'ai un 110 avec une flèche de 6, 2-3 bouées, bim. En général, vous allez perdre votre flèche, tuer le poisson et aucun bénéfice, quoi. Parce que c'est pareil.
c'est pas le tout de se dire ouais, je vais aller tirer un gros thon. Ah, vous avez acheté tout le matos. Donc on disait là tout à l'heure, il y a Johan donc d'Atlantique Plongée qui nous disait faut compter entre pour s'équiper que le matos arbalète flèche, faut compter quasiment entre 500 et 1000 euros avec le train de bouée. Après l'essence, bah ça dépend où on va. Je sais que nous on en a eu pour 150 euros parce qu'on a eu la chance oui de le faire la première sortie. Mais j'ai des copains sur la saison, ils ont bouffé 1000 euros d'essence. En 2018, j'ai fait 9 sorties, peut-être 10 sorties quasiment. J'ai pété un moteur. Ouais, mais ça, c'est autre chose, ça. Putain, la sortie, putain. J'ai pété un moteur, j'ai fait 10 sorties, enfin, c'était un carnage, hein. Ça va, le kilo de thon, je l'ai payé cher. Ouais. Hein. Et c'est surtout, je voulais y venir à vraiment au but où ce poisson-là, c'est un poisson qu'il faut tout de suite saigner. C'est pour ça, là, il y a eu une polémique sur des mecs dans le sud, là, où la bague, elle était prise sur l'os de la queue, et du coup, ils ont été verbalisés journalistiquement, si on peut dire, parce qu'au final, ils ont rien eu, ils ont été, la plainte a été abandonnée, parce qu'ils ont mis la bague, mais en fait, ils avaient saigné le poisson. Et donc, du coup, la bague, elle était tenue juste par un petit bout d'os, sauf que ce petit bout d'os, avant de le casser, eh ben, vous pouvez y aller parce que c'est la colonne. Là, on se fait bien chier. Et du coup, il faut le saigner, quoi, le poisson. C'est ça, je veux dire, quoi. Donc, j'aimerais parler. C'est important de le saigner. Voilà. C'est hyper important de penser, quand on va pêcher ce genre de poisson, à l'après-pêche. C'est ça. On rentre pas avec un petit bar de 4 kilos à la ceinture. Hein. Là, c'est un poisson qui peut faire, alors, je sais pas, entre 60 et puis 200, 300 kilos. Je parle d'expérience. Je suis rentré au port avec le dernier en date. On n'a jamais réussi à le sortir du bateau. Hein. Donc, on est obligé de prendre une grue. Ouais. Après, le poisson, le thon rouge, c'est un poisson qui a au sang chaud. Geoff, oui, c'est tout à fait ça. On ne peut pas chasser le rhinocéros avec une fourchette. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Excuse-moi, vas-y, continue. Le thon rouge, c'est un poisson qui a le sang chaud. Donc, ça veut dire que quand tu le sors de l'eau, il est déjà chaud. Donc, ça veut dire que le temps pour le dépecer, pour le saigner, le ramener au port, le refroidir, le découper, le stocker, il est compté. Il faut aller vite. Il faut avoir de la place. Il faut avoir des frigos. Il y a une vraie intendance, quoi. Faut y penser. Hein. Ça se réfléchit. Sur le tour qu'on a fait, nous, c'était pas bien moins gros que celui que tu as fait. On a déjà passé 1 heure de découpe en gros. Et après, on a passé quasiment 2h30 à faire toute la préparation et à mettre sous vide. Et un congèle bac eau complet, entier, plein. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas. Et puis, il faut en prendre soin de la viande. Comme on disait, il faut le saigner, il faut le piquer au cœur. Nous, on avait un pro avec nous, Loïs, qui est cuisinier et tout. Donc, tout de suite, tac, tac. Avant les photos, avant quoi que ce soit, primordial, c'est on saigne le poisson et après, on fait autre chose. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qu'on a vu sur les photos de pêcheurs à la canne ou de chasseurs. Ils prennent 15 000 photos et le poisson est toujours pas saigné. Sauf que ça pourrit une partie de la viande. Et c'est quand même dommage. Sur la dernière vidéo, là, donc à Camp Spearfishing, sur la dernière vidéo du thon, j'en parle. Je dis voilà, je le saigne, c'est important. Il faut valoriser la viande. Ouais. On est vraiment, si vous communiquez sur ces poissons, il faut vraiment avoir une démarche éthique. Je rigole pas. Moi, j'ai eu des menaces de mort sur cette vidéo-là parce que les gens deviennent hystéros, quoi. Hein. Oh bah oui, on est des assassins, on est des meurtriers, on est tout ce qu'on veut. Mais bon, ça, on en aura toujours, hélas, Et c'est ce que tu fais, tu vois. Tiens, on va voir, c'est pas une vidéo qui est forcément agréable. Donc, tous ceux qui sont véganes et protecteurs de la nature, pour que vous partiez. Mais je trouve ce moment-là important de le montrer. Donc, on va le montrer. Hop là. C'est pour ça que tu parlais de cette vidéo-là, je cherchais ce moment-là. Là, vous regardez, avant qu'il fasse quoi que ce soit, et ben, il va tuer le poisson. Voilà. Parce que ça sert à rien de la faire souffrir, cette pauvre bête. Et du coup, là, naturellement, par rapport à où il l'a piqué, il saigne tout de suite. Parce qu'à mon avis, tu lui as mis une flèche dans le cœur, non? Non, je vais casser la colonne. Tu as cassé la colonne dessus. Je savais pas, j'ai pas bien regardé. Donc, tu vois, je dis des conneries. Mais vous voyez, là, le poisson se vide de son sang. Et c'est sûr que c'est barbare, mais faut mieux que ça se passe comme ça plutôt qu'il garde son sang lui et que au final, vous avez la moitié du poisson qui est plus bon. Comment je saigne, là, j'étais assez basique. Et comme je lui avais cassé la colonne, le cœur battait encore. Donc, j'ai coupé les ouïes et j'ai pas laissé toute la vidéo, mais mes potes qui l'ont vu, c'est ahurissant. La quantité de sang qui est sortie de ce poisson, c'était… Ah oui, c'est impressionnant. Nous, il faisait quasiment la moitié moins et la quantité, tu dis ça s'arrête jamais, quoi.
Mais ouais, donc ouais. Et donc du coup après, ouais, tu disais la prépare. On va arriver sur plus la préparation du thon. Toi, tu préfères comment? Putain, j'adore tout. Cru, putain, c'est oufissime. Alors, certains disent qu'il faut le congeler avant parce qu'il y a des risques d'avoir comment on appelle ça, des parasites dans la chair. Anaphylactis, ça doit être ça. Moi, les filets du dos, en général, ils sont loin de l'abdomen, donc je les mange crus direct. Je sais pas si je fais bien, je sais pas si je devrais. Je conseille peut-être. Enfin, renseignez-vous quoi. Moi, je le fais. Bon, voilà. Certains disent qu'il faut les congeler. Nicolas. Quoi? C'est pas de parler à un con, tu risques de l'instruire. Oui, c'est un peu ça. Et sinon poêlé, juste comme un steak quoi. Tu juste saisi. Faut surtout bien le laisser rouge à cœur. Ouais. C'est magique. Hein. En plus, les gamins, ils ont l'impression de manger un steak. Ils adorent ça. Les gamins sont complètement dingues de ça. Hein. Ah, ils kiffent, ouais. Et alors, du coup, sur ce, on va venir à, je te coupe encore, excuse-moi, parce que là, on va arriver quasiment à la fin. Ton meilleur moment sur ta recherche du thon, pas forcément le tir, mais le meilleur moment que tu as passé. Je te réponds en 2 étapes. Vas-y. Le gros thon rouge, le gros là de 185 kg, j'avoue qu'une fois que je l'ai eu tiré, arrivé au bateau, j'ai eu un petit peu, ouais, j'étais un peu, un ressenti un peu particulier, si tu veux, d'avoir cette grosse bête morte. Ça m'a pas affecté. Donc, tu vois, c'est un ressentiment un peu bizarre. Je suis pourtant un chasseur dans l'âme, mais ça m'a un peu perturbé. Voilà. Donc, quand les gens écrivent sur ma vidéo, quel dommage de tuer une si belle bête, je peux pas leur donner complètement tort. Mais ouais, c'est pas faux. C'est clair. C'est carrément. D'accord avec ce point de vue-là, ouais. Donc, voilà. Et puis, le meilleur moment, c'est le meilleur moment, c'est le moment. Si je sais exactement, c'est pas forcément le tir, mais moi c'est quand je l'ai vu. En fait, sur la première vidéo, celui qui fait de 2018 là, en fait, on voit qu'il arrive de loin. Et quand je l'ai vu, il est en train de remonter le train de Broumé, il arrivait droit sur moi. Et quand j'ai vu que la forme c'était un thon et qu'il venait droit sur moi, dans le cerveau, tu as une espèce de décharge d'adrénaline. Tu sais que je savais que ça allait être maintenant, quoi, que ça allait se passer maintenant. Il arrivait, on a toute la même image, c'est ça. C'est pour ça que je voulais te demander. Dis tiens, ça se trouve c'est ça. C'est maintenant, c'est maintenant. Et en plus, on en avait chié. J'étais avec Giovanni, un pote. On s'était tapé de la houle à mort. Tout le monde nous avait dit de pas y aller ce jour-là. On est arrivé à 30 minutes de la côte. On avait le tableau arrière qui était moitié fissuré. Les gitans de la mer. Les gitans de la mer. Ouais, mais c'est tellement un bon moment. Tu vois, moi, ce que je retiens de la pêche au thon, c'est le moment que j'ai pas passé avec Camille et Loïs. Tu vois, c'est ça, le partage et tout. On a tourné chacun notre tour pour aller fatiguer le thon, le faire remonter et tout. C'est vraiment ce moment. Moi, ce moment que j'ai préféré, c'est le partage avec les copains quand on l'a collé au bateau. Tu vois, tout ça, quoi. Sur le gros, j'avais mon fils sur le bateau. Et quand il a vu le poisson sortir de l'eau, on voit sur la vidéo, il monte à la surface, il se débat et tout. D'ailleurs, ça, c'est un autre danger. Faire super gaffe sur les gros poissons. Là, revient pas dans la tronche, ouais. Ouais. Et la flèche, c'était hyper dangereux, quoi. Hein. Et pareil, il y a Jérémy, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout le monde ne peut pas aller faire du thon et se faire plaisir. Il faut tout le matériel hauturier et le permis hauturier aussi. Parce que vous êtes quasiment tout le temps à plus de 6000 d'un abri écossais. VHF, ça veut dire aussi. Faut la VHF et il faut le certificat restreint de télécommunication. Ouais. Et donc ouais, il faut. Bah, faut du matos. On ne jette pas comme ça. Ouais. Bon, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser à Benjamin. Il adore ça. Continuez pour tous ceux qui vont voir le live en rediff. N'hésitez pas, pareil, à poser des questions. Benj va se faire plaisir à reprendre les 1000 commentaires, je crois. On était plus de 600 en live quasiment aujourd'hui. Et c'est un beau score. Merci. Je vous remercie pour tous les partages que vous faites. Des photos, des lives et des lives. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne à Cam Spearfishing. Il y a beaucoup de réponses sur la dernière vidéo. La dernière vidéo, elle explique bien. J'ai essayé de commenter un petit peu pour donner des infos, quoi. Enfin, voilà. Et donc, du coup, demain, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question parce qu'on a eu Christian Vogler et Franck Daumen. Christian, c'est l'entraîneur de l'équipe de France d'apnée.
Et du coup, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé pour tout ce qui est entraînement à sec, vu que, à mon avis, on est encore parti pour être au moins 15 jours ou un mois à la maison. Je veux pas vous faire pleurer, mais il y a de grandes chances. Et donc, du coup, je leur ai demandé s'ils étaient dispo. Ils sont dispo demain. Donc, demain, on va avoir vraiment un gros cours sur tout ce qui est entraînement à sec pour l'apnée, pour n'être que meilleur et beaucoup plus en sécu à notre entrée, j'espère. J'aime pas sec, hein. J'aime à sec avec la binouse. Donc voilà, je te remercie en tout cas, Binge. Non, merci à toi. Ça fait 45 minutes là, c'est bon. Je vais essayer de répondre à pas mal de commentaires. Ouais. Et puis, merci à toi en tout cas. C'est cool. C'est hyper sympa pour le confinement. Là, ça fait plaisir de pouvoir parler un peu de pêche sous-marine. Ouais, c'est clair. Tu restes là, on va passer en off tous les deux. Donc, je vous fais une bise à tout le monde. Allez, à demain, pareil, 18h15. Allez, ciao.